Je sais pas si t'es au courant, mais il y a encore quelques millions d'années, Mars avait encore une atmosphère. Et il y a même certains scientifiques qui pensent que la planète ressemblait pas mal à la Terre. Bon, clairement, c'est plus le cas aujourd'hui. Alors est-ce que ça pourrait aussi arriver à la Terre de perdre son atmosphère ou même juste son oxygène ? Bon, je risque de me mettre à suer pendant la vidéo parce qu'il fait au moins 40 degrés dans mon appart, mais on va essayer de survivre. L'air qui compose l'atmosphère terrestre, il est composé de 21% d'oxygène. Du dioxygène pour les pointilleux. Et l'oxygène, on est plutôt content qu'il soit là, tout simplement parce que c'est ce qui nous permet de respirer, pas de survivre. Ou plutôt parmi tous les gaz qu'on respire, celui qui nous permet de rester vivant. Il alimente en gros nos cellules en énergie, et il permet au passage de capter le déchet organique qui est le CO2 pour l'organisme. Et donc de le relâcher pendant l'expiration. Et en fait, si tu descends à quasiment 15% d'oxygène dans l'air, tu commences à éprouver des difficultés respiratoires. Et en dessous de 10%, ça devient carrément dangereux. Donc en fait, ce serait quand même plutôt pas mal que ce taux de 21%, il arrive à se maintenir pendant encore un certain temps. Parce que sinon, on risque de tous crever. Mais si ce taux, il est ce qu'il est aujourd'hui, bah c'est loin d'avoir toujours été le cas. Petit rappel, au cas où tu penses que la Terre a 2000 ans, non, la Terre, elle a 4,5 milliards d'années. Et pendant 1 milliard d'années, c'est pas ouf d'habiter sur Terre. Là, en fait, personne n'y habite. Il y a que des volcans, des météorites et du gaz. Il y a à peu près tout qui crame tout le temps. Ouais, plutôt naze. Mais après ça, il commence à y avoir des trucs qui s'appellent les cyanobactéries qui apparaissent. C'est des genres d'algues sous forme de bactéries qui sont capables de photosynthèse. Et là, ça va commencer à bouger parce que qui dit photosynthèse dit respiration. Et donc, absorption du CO2 de l'atmosphère, c'est celui que les volcans ont craché pendant 1 milliard d'années avant, et recrachage d'oxygène. Parce qu'en fait, ces bactéries, elles prennent le CO2, elles gardent le carbone pour elles, pour pouvoir se reproduire. Et quand t'enlèves C à CO2, bah, il reste de l'O2. Et O2, c'est dioxygène, donc c'est ce qu'on appelle nous l'oxygène. Bah, et donc en fait, pour ces bactéries, l'oxygène, c'est un déchet. C'est pas mal foutu la vie quand même. Bref, PPR, ils vont faire ça aussi pendant un bon milliard d'années, le temps de blinder à peu près tout d'oxygène. Donc genre les océans dans lesquels elles vivent, puis les roches qui réagissent avec l'oxygène. Et puis quand tout ça c'est terminé, c'est enfin au tour de notre atmosphère de pouvoir en profiter jusqu'à saturation. Cette période-là, on va l'appeler la grande oxydation. Et donc pendant ce temps-là, l'augmentation du taux d'oxygène atmosphérique, il va progressivement faire s'adapter les formes de vie présentes. Et à mesure que ça avance, bah la sélection naturelle, elle va commencer à faire son taf. Donc ça va favoriser les espèces qui sont plus à même de respirer l'oxygène que celles qui respirent autre chose, ou qui respirent pas. Donc en gros, les bactéries présentes, elles se sont adaptées au changement induit par cette transformation de l'atmosphère, qui est liée aux déchets qu'elles ont elles-mêmes créés. Faudrait peut-être qu'on en prenne de la graine là, il y a peut-être un truc pas mal dans ce qu'elles ont fait. Bon, en même temps, ça a aussi fumé pas mal d'espèces qui étaient pas adaptées au nouveau milieu, mais comme on dit, on n'a rien sans rien. Bon, gros bond dans le temps jusqu'à notre ère, parce que si ce taux-là, il a absolument pas changé pendant des plombes, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Déjà, selon une étude du Geomar Helmholtz Center for Ocean Research, il est dur à dire ce nom, le taux d'oxygène océanique, il aurait baissé de 2% entre 1960 et 2010. Et ça, je te le donne en 1000 vu les dates, c'est à cause du réchauffement climatique. Tout simplement parce que l'augmentation de la température, ça freine la capacité de l'eau à retenir l'oxygène atmosphérique. Donc plus l'eau est chaude, moins elle en retient. Sans compter que le phytoplancton qui s'y trouve, bah il est pas adapté pour survivre à des températures plus hautes que ce qu'il connaît. Et ce truc-là, il produit 70 à 80% de l'oxygène qui est relâché dans l'atmosphère. Donc il y a moins d'oxygène dans les océans, et en plus il y a les sources qu'ils produisent qui se réduisent, et donc ça accélère la diminution de la production, et donc on pourrait aller jusqu'à 7% de diminution du taux d'oxygène océanique en 2100. Mais bon, ça en fait, ça va pas nous empêcher de respirer avant quelques millions d'années au moins. Parce que l'oxygène qui est présent dans l'atmosphère, il a été produit par le plancton il y a des plombes. Bah ouais, ça prend vachement de temps à accumuler tout ça, et donc disons que tout reste quand même assez stable et on s'en sort sans trop de dégâts, mais malheureusement, même en changeant rien, ou plutôt en maintenant l'état de la planète qu'on laisse actuellement, il va vraisemblablement arriver quelque chose sur lequel on n'a pas vraiment la main. Ouais, je sais pas si t'as déjà entendu parler de la mort du soleil. C'est censé arriver d'ici à la louche 5 milliards d'années. Donc ça voudrait dire qu'on est à peu près à la moitié de la vie de la Terre. L'équivalent de la quarantaine de la planète. Bref, dans 5 milliards d'années, le soleil, il va terminer son cycle de fusion et il va avaler la Terre. En se dilatant, en devenant énorme et en pétant. Mais en fait, il y a pas mal d'études récentes qui disent que ça va peut-être commencer d'ici 800 millions d'années et pas 5 milliards. Et que vu que c'est un phénomène long, au fur et à mesure que le soleil va se dilater, la température sur Terre va augmenter. Et comme le CO2 a la particularité d'absorber la chaleur pour ensuite se dégrader sous d'autres formes, bah plus il fait chaud, moins il y a de CO2. Bah jusque là, on pourrait se dire que c'est cool parce que le CO2 c'est quand même un gaz à effet de serre et qu'on en veut pas. Ouais, mais alors là, je te rappelle qu'on est dans quasiment 1 milliard d'années et que l'humanité aura sûrement soit quitté la Terre, soit on n'existera plus. Sauf que sur des échelles
échelles de temps aussi longues, l'augmentation des températures. Ça augmente aussi la capacité de certaines roches à absorber le CO2 et donc le piéger hors de l'atmosphère dans les cailloux. Et ces roches-là, elles sont formées de silicates qui, en fixant le CO2, deviennent des carbonates. Et donc ça veut dire qu'il y a moins de CO2 dans l'atmosphère encore. Et donc qui dit moins de CO2 dit forcément moins de photosynthèse. Bah ouais, c'est le truc qui te prend du CO2 pour en faire de l'oxygène. Donc niveau timing, tu l'auras compris, c'est pas vraiment pour nos tronches que ça craint, mais plutôt pour les quelques formes de vie qui auraient survécu en 1 milliard d'années. Et là, c'est potentiellement plutôt des microbes ou des machins comme ça qui resteront. Par contre, à des échelles vachement plus réduites, je sais pas si tu sais, mais la Terre, elle perd déjà des tonnes et des tonnes d'oxygène tous les jours. On parle carrément de centaines de tonnes. Mais ouais, ça part direct dans l'espace. En fait, la Terre, elle a des fuites. Et ces fuites-là, c'est un des phénomènes les plus stylés qui existent, c'est les aurores boréales. En fait, le champ magnétique de la Terre qui nous protège des rayonnements solaires, il est de forme torique autour de l'axe de rotation de la planète. Donc en gros, il a une tête de donut. Je sais pas si t'as déjà essayé de faire un pompon en laine, mais c'est un peu comme ça que tu le fais au début. Et donc dans un donut, il y a un trou, et chez nous, les trous, ils sont au niveau des pôles. Et donc le champ magnétique, il est vachement plus faible. Ce trou-là, il va agir comme un entonnoir qui va attirer les rayons du soleil au niveau de ce point faible. Et donc ça veut dire que, et ça va permettre aux rayons chargés d'énergie d'entrer en contact avec les gaz de l'atmosphère, et ça va les ioniser. C'est-à-dire que ça va charger leurs atomes en énergie, et l'atome va devenir instable. Pour redevenir stable, l'atome, il a pas d'autre choix que faire bouger ses électrons, ça va libérer un photon, et là, aurore boréale. En fait, ça fait de la lumière. Et en fait, elle peut avoir plusieurs couleurs en fonction du gaz qui va être excité par les rayonnements. Genre l'oxygène, ça va donner plutôt du vert et du rouge, et l'azote, qui est le gaz majoritaire dans l'air, ça fait plutôt du bleu. Bon après, je te rassure, hein, les centaines de tonnes d'oxygène perdues par jour, ils sont complètement compensés par la production marine. Et aussi la production terrestre avec la photosynthèse. Mais peut-être que d'ici 800 millions d'années, les aurores boréales, elles auront une autre gueule du coup. Voilà, maintenant tu sauras qu'en regardant une aurore boréale, t'assistes directement à la dilapidation de l'atmosphère dans l'espace. Et au passage, t'es peut-être un peu rassuré de savoir qu'il n'y a pas besoin de suffoquer, de s'acheter des masques à oxygène avant un bon milliard d'années. Ça laisse du temps pour voir venir. Mais moi je suis curieux, pour toi c'est quoi le pire problème qui puisse arriver et qui mette complètement l'humanité en péril dans le futur? Dis-moi tout ça en commentaire et j'essaierai peut-être de faire une vidéo dessus. Allez, oublie pas de liker cette vidéo, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et surtout active la petite cloche. Bah allez, je vais pouvoir réouvrir les fenêtres là, il fait trop chaud. A plus.